Ça marche. Donc moi, c'est Aurore Dupéré. Je suis art thérapeute sur le secteur de Pau, donc c'est dans les Pyrénées-Atlantiques, en France, hein, parce que je crois que Françoise, elle n'est pas en France. Elle est en Italie, Françoise, effectivement. On va faire un... On est dans 3 pays européens différents. Ouais, ouais, ouais. Bon voilà, donc moi je suis près des montagnes, c'est toujours un très joli paysage. Effectivement, on a des petits saluts. Eh ben, je ne sais pas où est Françoise. Elle nous a abandonnés complètement. Je ne sais pas. Elle ne vient pas. Si elle va arriver. En tout cas, merci d'avoir accepté cette petite invitation à la salle des profs. C'est chouette Ben, merci à toi. parce que tu n'es pas prof, donc Non, tout ça à va être. fait. Je suis art thérapeute du coup. C'est vrai que je l'ai pas dit en me présentant. Je suis art thérapeute et maman d'un enfant atypique pour faire très large définition. Ouais. Effectivement, je suis pas prof, mais je suis très concernée. Est-ce que tu peux nous expliquer en 2 mots ce que c'est l'art-thérapie? Parce que je Oui. pense j'ai eu quand même pas mal de questions et de doutes sur ce que c'était l'art-thérapie. Ouais. Parce que du coup, tous les gens qui vont nous regarder sont profs, Ouais. mais du Alors coup, l'art c'est... thérapie, en fait, c'est apporter du soin ou en tout cas un mieux-être en se servant du vécu et des émotions de la personne. Et moi, ce vécu et ces émotions, c'est ma matière première en fait. Je vais les tirer vers l'expression dans la matière. Donc on va aller faire de la peinture, du dessin. Ça peut être aussi de l'expression corporelle, donc tout ce qui va être théâtre, des petites scénettes, etc. Ouais. Et donc, à partir de ces exercices qui sont plutôt sympas, en général, c'est des très bons moments. On va aller libérer des choses et comprendre des choses aussi, hein. Donc, on travaille la gestion des émotions, notamment, voilà. Ouais. Donc, c'est très doux. C'est toujours très, très doux et surprenant. Effectivement, effectivement. C'est quoi en fait la formation pour devenir art thérapeute? C'est-à-dire, qu'est-ce qui Alors, t'a amené toi à devenir art thérapeute? Alors j'ai fait une certification, donc faut quand même voilà apprendre des outils, hein, on se lance pas comme ça art thérapeute, donc je suis allée faire une formation. Mais ce qui m'a le plus formé, c'est le terrain avec mon fils en fait, c'est la D'accord. gestion des émotions avec mon enfant, parce qu'aujourd'hui il va sur ses 20 ans, donc ça fait une grosse expérience de presque 20 ans d'émotions sur le terrain. Ah, j'ai l'impression que Françoise est là. Alors, Super. j'essaye de voir si j'arrive à la faire monter. Je vais y arriver, je le sens. Je passe toujours par des moments de solitude. Ah, ça y Ah, ça est. y est. Hey, me voilà. Bah écoute, Bonjour, Aurore. tu arrives, Bonjour, Alice. tu arrives pile à temps pour te présenter. Écoute, pendant qu'on t'attendait, Aurore elle nous a présenté l'art-thérapie. Alors, je me présente rapidement. Après des études de droit en France, je suis depuis 25 ans en Italie, où je suis formatrice de français langue étrangère dans les collèges, mais aussi cours en entreprise, et après aussi un master de FLE, et aussi une longue expérience comme traductrice assermentée au tribunal dans beaucoup de secteurs. Super, super. J'ai fait quoi? Donc, toutes les deux, je vous disais, donc Aurore, elle nous a dit qu'elle était art thérapeute. Donc, c'est la seule de nous trois finalement qui n'est pas prof, mais en même temps, vous avez une connexion sans vous connaître toutes les deux parce que vous êtes toutes les deux intéressées par les profils atypiques, neurodivergents, l'autisme, etc. Alors, la première question, c'est un peu comment vous en êtes arrivé à vous intéresser à ces profils un petit peu spécifiques. Donc toi, Aurore, tu nous as dit que c'était à partir de ton fils, Oui. évidemment. Ouais. Évidemment, et donc il a fallu que je trouve rapidement des solutions pour apaiser le quotidien parce que c'est des enfants qui sont très intenses, difficiles à cerner quand on ne connaît pas les profils. Alors moi c'était l'autisme, le trouble de l'attention, c'est quand même des on va dire des traits de caractère. Moi je dis comme ça, des traits de caractère qui sont très difficiles à gérer au quotidien. Ouais. Donc il a fallu que j'aille chercher de la formation. J'ai beaucoup lu et ça m'a passionnée. Donc c'est comme ça après que je suis allée jusqu'à l'art thérapie parce que c'est tout un cheminement de prise en charge des émotions. Donc Françoise, voilà. tu t'es déconnectée, Non, non, reconnectée, mais tout va bien, tout va bien, tout va bien. c'est déconnecté tout seul, j'ai rien touché. Voilà, non, Ok. mais c'est les joies d'Internet, c'est les problèmes. Ok. Le, le mot du direct. Pourquoi on s'intéressait au Ouais. profil Alors toi, type? pourquoi Ben, et parce que comment?
j'ai un fils qui a des besoins éducatifs spéciaux et donc il a un peu fallu que je m'en intéresse, mais c'est devenu une vraie passion parce que les neuroatypiques, ils ont tellement de ressources au niveau de leur créativité, mais surtout de mon maître mot, les émotions, d'où le titre de ma page en italien, le français qu'est l'émotion, parce qu'ils ont leurs caractéristiques bien particulières, uniques au niveau de leurs émotions. Du coup, c'est aussi un petit peu la question que je voulais vous poser parce que vous avez cette expérience de maman avec des enfants atypiques. Je mets toujours entre guillemets parce que l'atypie, voilà, c'est un mot très très vilain, je trouve, pour parler d'enfants qui sont extraordinaires. Est-ce que vous pensez que ça a une vraie conséquence sur votre pratique professionnelle? Est-ce que vous pensez que votre vie personnelle, elle vous apporte quelque chose en plus par rapport à un autre enseignant ou un autre que moi, par exemple, qui n'ai pas du tout de lien dans ma vie personnelle? Je me lance. Alors moi, ça a complètement impacté en fait qui je suis aujourd'hui. Déjà, bon, c'est parce que j'ai eu un enfant autiste que je suis devenue art thérapeute. Donc là, le parcours il est très très clair. Et aujourd'hui, en fait, je dirais que tous les échecs que j'ai eus avec mon fils m'ont permis d'affiner ce qu'aujourd'hui je peux faire avec un patient. Donc, si j'ai un enfant chez qui les émotions vont être vraiment devant et vont prendre toute la place, j'ai tout de suite les réflexes et les outils. Donc, c'est une chance énorme en fait. Ouais, ouais. Tu rejoins Voilà. Françoise? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on se met dès qu'on a le diagnostic un peu dans le déni, alors on n'aide pas l'enfant. Mais en fait, si on se met, on accepte la chose et qu'on commence à grimper la montagne depuis le CP et que on progresse rapidement parce qu'en fait, ils sont atypiques dans la mesure où ils ont une perception différente de traiter leurs informations et de gérer leurs émotions. Mais où est la norme des pas atypiques, en fait? Chacun a son unicité, qu'il soit atypique ou qu'il ne le soit pas, mais c'est vraiment, enfin, la base, c'est vraiment de savoir gérer leurs émotions, l'intensité d'émotion et trouver un espèce d'équilibre. Alors, évidemment, au quotidien, c'est un peu lourd, mais ça devient une passion si on le prend du bon côté. Surtout ne pas être dans le déni et affronter n'importe quel je rebondis justement sur ce que tu dis, Françoise. Tu parles de déni. Et je sais que ça arrive à beaucoup de collègues, justement, d'avoir des enfants atypiques dans leur classe. Et c'est très difficile parce que quand tu te confrontes à des parents qui sont dans le déni, qui ne voient pas qu'il y a un problème et qui presque présentent le prof comme un ennemi, alors que si on pose des questions ou si on alerte un petit peu, c'est aussi pour pour aider les enfants finalement et le bien-être. Je sais pas, est-ce que c'est votre cas d'avoir rencontré d'autres parents dans le déni? Oui, ouais. C'est souvent. Oui. Parce que surtout en classe, quand il y a les réunions avec les parents, parce qu'on on n'accepte pas le trouble. Alors quand il est du spectre autistique, c'est pratiquement le plus lourd de ce qu'on a en classe. Ouais. Mais à partir du moment où on s'occupe effectivement de leurs difficultés, mais tous les parents ne sont ni formés, n'ont ni la constance, ni l'envie, ni la formation pour ça. Et les apports de la neuroscience, moi, c'est aussi un peu pour ça que je suis devenue coach linguistique, parce que tout l'apport de la neuroscience là-dessus, tant qu'on connaît le cerveau de l'élève, qu'il soit autistique, hyperactif, et d'ailleurs, on s'occupe très peu on parle beaucoup des hauts potentiels intellectuels. C'est vrai. Mais on ne parle jamais de ce qui devrait être la base, les hauts potentiels émotifs. Oui. Et on devrait partir de là pour gérer tout le reste, en fait. Oui, parce que c'est ce qu'ils ont tous en commun, mais c'est ce qu'on a tous en commun, même les nous, Oui, bien sûr. C'est pas atypique, c'est nos émotions. Après, dans leur cas, c'est plutôt à gérer leur intensité pour trouver un certain équilibre, parce qu'on n'est pas des psychologues, on n'est pas non plus, on va pas se substituer en classe au rôle du neuropsychiatre, c'est d'accord. Bien sûr, ouais. C'est pas notre Aurore, toi, tu as eu des expériences aussi de parents dans le déni? Oui, les parents sont souvent dans le déni, mais c'est pas une volonté, je dirais, d'être dans le déni. C'est vraiment, à un moment donné, un manque d'outils et un manque de recul sur les choses qui font qu'ils peuvent pas voir ou entendre. C'est très difficile à un moment donné, prendre le recul, sortir du côté éducatif et prendre une autre posture. C'est difficile pour un institut ou un prof aussi d'avoir ce recul et cette posture différente. Donc, les professionnels sont aussi là pour aider le parent à se détacher de la situation, prendre un peu de recul et regarder les faits. Ouais. Ça demande
bien sûr, ça demande de la constance quotidienne dans la vie quotidienne et dans la vie éducative, c'est sûr. Ouais. Mais quand on le fait avec constance, ça devient une passion parce qu'on voit qu'on va en avance. On fait peut-être 3 semaines en arrière, on refait un bond en avant, donc c'est passionnant pour ça. Ouais, puis c'est vrai que les équipes éducatives, on n'est pas formés. Enfin, toi, Françoise, t'as suivi un Master Flow comme moi. Il n'y a rien dessus. Et on se n'intéresse même pas maintenant à ce qui devrait être aussi là un peu plus l'approche actionnelle, mais l'approche neurolinguistique qui parle des habiletés de l'enfant. Bon, il sait faire, il a peut-être un éventail de possibilités moindres, mais il fait ça, une chose tellement bien qu'il faut lui laisser faire, s'exprimer en classe, exprimer ses émotions. Il n'y a rien de pire que de refouler des émotions. Après, je sais que sur les contenus, par exemple, sur les médecins, à l'époque où j'ai été formée à l'autisme, c'était 4 heures de contenu pour un médecin généraliste. Donc 4 heures de contenu, déjà, voilà, pour des médecins, vous pouvez imaginer le résultat sur une équipe enseignante ou des psychologues qui ont à peine vu cette notion, quoi. C'est de l'inconnu. Je recommanderais vivement aux enseignants de soutien de suivre une formation de coaching linguistique parce que ça ouvre un monde. On parle de la notion de cerveau, de comment il est composé, le système limbique, donc les sièges des émotions particulières à chacun, que ce soit le HPI, que ce soit le TDAH. Et à partir du moment où on sait les spécificités, on va lui proposer l'activité en français qui correspond à ce qu'il va pouvoir faire. Parce que c'est des enfants qui ne peuvent pas obéir comme on l'entend nous. Ils ont leur circuit à eux, donc il faut le connaître. Si on s'y intéresse pas un peu, je ne sais pas si Aurore est du même avis. Oui, c'est ça. Il faut connaître le fonctionnement, et je dirais même au-delà du fonctionnement général du diagnostic, on va dire de la case, il faut connaître le fonctionnement général de l'enfant, en fait, son fonctionnement à lui, parce que chaque enfant ou chaque personne adulte est vraiment différente dans ses caractéristiques. Même avec le même diagnostic, si vous avez un autisme avec un TDAH et vous prenez 10 individus, vous n'aurez jamais les mêmes réactions. Donc il faut avoir voilà, c'est ça. Donc il faut être sur de l'individuel, je dirais, et dans l'observation de l'individu pour voir comment nous adultes se positionner et aider. Alors c'est mettre en place, on n'a pas toujours le temps, mais c'est vrai qu'aussi il y a un manque de formation au niveau du soutien qui serait très 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 efficace. Si on partait seulement des émotions pour proposer des activités à tout le monde. C'est la seule façon de faire de l'inclusion pratique au lieu d'en parler de l'inclusion, mais de pas en faire grand chose dans la pratique de classe. Le travail collaboratif, je vois en Italie, on ne fait pas beaucoup de travail collaboratif. Non, et puis mais nulle part en fait. C'est vrai que le concept de pédagogie différenciée, il est très récent. Il n'y a pas énormément de formateurs qui proposent. Tous ces neurotypiques, ils ont tous un talent particulier. Il faut le découvrir, même si en classe, celui-là, il préférera chanter, même s'il fait des vocalises. Les autres vont suivre. Il y a une inclusion qui va se faire toute seule. Bon, il crie un peu plus fort, c'est pas grave, on va crier avec lui, mais on le laisse s'exprimer au moins. Après, heureusement quand même, faut quand même souligner, je pense que c'est un peu en train de changer aussi quand même dans le monde du FLE. Il y a de plus en plus de manuels maintenant qui s'intéressent aux intelligences multiples, etc. Ce qui est quand même, j'ai l'impression qu'on commence à être un petit peu dans le bon chemin, mais c'est encore très très petit. Aussi l'apprentissage aussi, qui soit plutôt visuel. Si on continue de proposer des exercices à tout de grammaire, d'indice lexique, le pauvre, il faut même pas se demander pourquoi il va pas arriver à le faire. C'est normal, il va pas y arriver parce que c'est pas son circuit lui. Ouais. Vous parliez des émotions, de la gestion d'émotions, etc. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu plus sur les spécificités de ces enfants? Je parle d'enfants à chaque fois, alors qu'on est sur des adolescents ou des adultes. Je sais pas pourquoi j'utilise le mot enfant depuis tout à l'heure, mais non, c'est pas spécifique pour les enfants, bien au contraire. Mais j'utilise mal les mots. Moi, ce que je peux avancer sur ça, c'est que une personne avec, en général, on est toujours dans des TSA, troubles du spectre autistique ou TDAH. Bon, c'est toujours assez ciblé sur ça. Ce sont des personnes qui vont recevoir les informations que nous, on va trier, neurotypiques, on va les trier, mais eux ne vont pas du tout les trier. C'est-à-dire qu'ils vont recevoir le son, la vue, le toucher, l'odorat, tout en même temps. Et en même temps de façon vraiment très forte. C'est-à-dire vous montez tous les curseurs à fond.
Donc, imaginez que vous devez, je sais pas, faire un exercice de maths dans un concert de métal avec un copain qui vous parle, quelqu'un qui cuisine. Enfin, voilà, c'est une folie. En fait, Donc déjà, partant de là, ces personnes-là, elles ont besoin évidemment qu'on fasse baisser les curseurs. Donc, si on veut travailler avec quelqu'un qui est face à autant de stimuli, il faut arriver à créer un environnement beaucoup plus calme, avec moins de sons, moins de stimuli. Et il faut, je dirais, découper les étapes. C'est-à-dire parce que un enfant qui va être comme ça surstimulé, il va être fatigué. Ouais. Ou un adulte, hein, c'est pareil chez les adultes. c'est comme Il s'il va être leur fatigué. arrive 3000 TGV à la même gare, donc c'est sûr qu'ils ont un centre de triage. Et puis, ce qu'on oublie, ce que nous apprend la neuroscience, donc là aussi, si on ne le sait pas, c'est qu'ils soient adolescents. Bon, les adultes, non, parce qu'ils sont arrivés à leur, même avec les troubles, à leur croissance maximum. C'est qu'ils n'ont pas la partie analytique du cerveau, le cortex préfrontal, qui n'est pas encore complètement formé. Donc, on leur demande d'analyser et de trier des informations que leur cerveau n'est pas encore, même à l'âge adolescent, totalement capable de trier en plus. Parce qu'ils ils ont leur parcours neuronal bien particulier. Et rien que ce que vous dites là, c'est une information que la majorité des profs ou la majorité des enseignants ne connaissent pas. Donc rien que d'avoir cette phrase qui dit, ben, c'est un petit peu la métaphore que tu as utilisée, Aurore, de toutes les informations qui viennent en même temps. Voilà. Rien que de savoir ça et de prendre conscience de ça, c'est important, je pense, pour nos techniques pédagogiques aussi. Il faut régler entre leur intensité, si elle est forte, et trouver une espèce d'équilibre. En classe, évidemment, avec 2 heures de français par semaine, c'est un peu difficile, mais proposer des activités qui va leur permettre d'avoir un certain équilibre, même dans les activités didactiques. Ouais, effectivement. Après, il y a aussi l'intégration dans des classes normales, c'est-à-dire avec d'autres élèves. Pareil, je vais utiliser le mot normaux, mais je le mets entre guillemets aussi parce que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, où se trouve la normalité. Je pense qu'on est tous tellement différents, il n'y a pas de normes, bien sûr. On a ce défi aussi d'avoir ce type de profil à l'intérieur de grosses classes où tous les élèves vont avoir une personnalité différente. Dans des classes d'adolescents, n'en parlons pas, avec cet âge un petit peu ingrat à 15 ans où tout le monde se moque de tout le monde. Est-ce que vous avez des conseils à apporter de choses qu'on pourrait faire en tant qu'enseignant? Travail de groupe, travail collaboratif qu'on pratique très peu. La meilleure solution, c'est de mettre un trait fort avec un élève qui a un trouble du spectre autistique. L'inclusion va force. Celui qui a sa particularité va aider l'autre. Celui qui semble être le plus fort de la classe va se mettre à disposition de l'autre. Et l'inclusion va se faire au niveau d'une activité assez facile, beaucoup plus facilement. Moi, sur un groupe, ce que je fais, alors bon, du coup, je suis pas prof ni incite, donc je peux pas vous dire ce que je ferai en classe. En tout cas, sur des ateliers de groupe, quand j'ai plusieurs enfants, ce que je fais, c'est que je vais prévoir énormément de contenu. Je vais en proposer que très peu. Et pourquoi j'en prévois beaucoup? Parce que ce sont des enfants qui vont être souvent dans les troubles de l'attention. Même si c'est un autisme, il va y avoir un trouble de l'attention. Donc, ils vont décrocher très souvent. Donc, l'adulte en face, il faut qu'il soit en capacité de toujours venir rechercher l'enfant, le ramener à lui, l'intéresser, quitte à changer souvent d'activité. Et surtout, c'est d'ajouter c'est 7 secondes. Alors, on se doute qu'elle est Et ce que je voulais dire, c'est qu'il faudrait ajouter vraiment très souvent des temps de pause. Et temps de pause, c'est pas forcément des temps à rien faire. Hein. C'est des temps où l'enfant, lui, va pouvoir reposer son cerveau. Ça peut être gribouiller, bouger son corps, ça peut être faire un tour de classe, aller se mettre dans un coin, lire une page d'un livre. Mais il a besoin de ce temps-là. Parce que toujours pareil, hein, c'est des moments d'intensité. Les moments où il se donne à fond dans l'activité, c'est très très intense, c'est 1000 fois plus intense que notre enfant. Donc lui, il a besoin de plus de pauses. Et si on veut inclure ça dans un groupe, il faut que tout le groupe le fasse en fait. Donc voilà, on propose cette chose-là, ce rythme à tout le groupe. Les moments de silence aussi, il n'y a rien de mieux, plus facile à faire en classe quand même aussi. Il faut tourner focus sur soi, mais même pour les autres d'ailleurs. Ça m'intéresse. Même pour les autres. Tu as des techniques, Françoise, pour des moments de silence? Tu arrives à remettre du silence dans la classe?
Ben oui, là, c'est toi qui m'inspirais, là. Ah, alors, C'était rien de mieux que la musicothérapie. ouais, avec Leur, de la musique. leur fait écouter la musique euh, choisie un peu pour tous quand même, pas beaucoup, pas longtemps, hein. Il me suffit même de 2-3 minutes pour le retour au calme et on focus sur eux-mêmes et effectivement faire le retour au calme. Mhm. Ouais, effectivement. Non, et puis au-delà de ce que vous disiez, hein, les temps de pause, je pense que je sais plus laquelle de vous deux vient de le dire, dans une classe normale, dans tous les cas, les temps de pause, ils sont fondamentaux en fait. Oui. Et c'est vrai que même quelqu'un qui n'a pas un besoin spécifique, un trouble de l'attention ou n'importe quoi, même un adolescent qui arrive après sa journée de cours et qui vient dans une alliance française, un institut, enfin, c'est pas possible. Si on fait du contenu, c'est pas possible. Donc, c'est finalement un basique qu'il faut rappeler. Du C'est contenu ça. et toujours que de la transmission de connaissances, en plus passive. C'est ça. Et on s'aperçoit qu'en mettant en place ce système qui est super pour les personnes atypiques, ben en fait, on fait du bien à tout le monde. Et voilà, On fait du bien à la classe entière et aux profs aussi. Donc ça devient des moments vraiment agréables pour tous. Et vraiment, les émotions, c'est vraiment le point commun à tout le monde. Mais Donc, oui, moi, c'est un peu peut-être pour ça que je suis fixée sur le théâtre, mais il faudrait rendre vraiment le théâtre. La langue des émotions, que ce soit le français ou une autre langue, c'est vraiment la langue des émotions. On devrait mettre, je dis pas comme matière scolaire le théâtre, mais c'est le meilleur moyen d'inclure les atypiques, les neuroatypiques avec les autres en faisant une activité sur scène, parce que le théâtre, c'est la vie en modèle réduit, c'est l'intonation, c'est la voix, c'est la prononciation, c'est l'interaction avec le public, mais même si c'est sur une scène en classe ou dans la salle dans la salle qui sert à ça, au collège. Ouais. Le théâtre, c'est vraiment une activité merveilleuse pour ça, mais très peu pratiquée, mais même pas au sein de la classe. Moi, je fonctionne beaucoup en jeu de rôle. Le mot est un peu péjoratif, un jeu de rôle, hein, mais ne serait-ce que les faire interpréter, enfin pas forcément bouger les tables, mais les faire se lever, mais même sur les thèmes du FLE, hein, que ce soit un à deux, on transforme tout en jeu de rôle. Bon, ben, forcément, il faut guider la discipline de classe, mais même si tu fais, on doit faire les vêtements. Bon, bah, on va pas faire une liste de vêtements encore, la liste de vêtements, les pantalons, les jupes. On va faire un défilé de mode dans la classe, 2 par 2. Un défile, l'autre commente. Oui, c'est vrai. Le troisième, c'est une super activité, ça. Ils font micro en plastique. Bon, évidemment, il faut avoir notre posture, pas tellement d'empathie, parce qu'on va partir sur l'empathie cognitive, c'est-à-dire seulement la connaissance, plus de compassion, et spécialement avec le neuroatypique, c'est-à-dire qu'on comprend on essaie de comprendre ce qu'ils ressentent, ce qui est le plus important, pour pouvoir les aider au maximum, sans qu'encore une fois on devienne des neuropsychiatres. Ouais, ce que tu dis est important en plus, c'est-à-dire c'est changer un petit peu cette position de prof qui transmet uniquement. Passivement. Ouais, et la compassion, je pense que c'est dans le monde du FLE, il y en a peut-être plus que dans l'éducation nationale en France. Enfin, je sais pas, je connais pas votre opinion, mais je pense qu'on est un peu plus vers ces nouvelles techniques et tout ça. Mais effectivement, amener les enseignants à changer un petit peu, pour la plupart, cette position-là. Alors, uniquement le transmetteur. La compassion plus que l'empathie, parce qu'on va essayer de... Françoise, elle parle beaucoup. Vas-y, Aurore. Françoise. Moi, je voulais juste rebondir, Françoise, sur ce que tu as dit sur le théâtre. Je m'en sers beaucoup du théâtre dans mes séances d'art-thérapie parce que ça permet aux personnes atypiques d'apprendre les émotions. Parce que souvent, elles savent pas du tout leurs émotions. Elles les subissent, donc ça permet de s'entraîner à vivre les émotions, copier les autres, voir comment ils font. Tiens, voilà, si on se décide de faire une petite scène sur la colère, on voit comment eux ils font, comment ils la jouent, etc. On est dans le mimétisme. Ça, c'est un mot que vous allez souvent entendre dans l'autisme, le mimétisme. Donc c'est hyper important. Et après, je rebondis sur ce que vous avez dit aussi sur moi ce que j'appelle la posture. Dans mon parcours, le plus que j'ai eu à travailler, c'est la posture. C'est-à-dire à un moment donné, j'étais en tant que parent de mon enfant, j'étais très exigeante. J'avais des objectifs, deadlines, etc. Ça, c'est des mots que vous connaissez dans l'enseignement. Ça, face à une personne atypique, c'est pas possible. On peut pas faire ça. Il faut changer sa posture. Et il faut venir se mettre dans quelque chose d'empathique, c'est ce que te disait Françoise, quelque chose de beaucoup plus empathique. Et il faut baisser tous les curseurs là. C'est nous en fait qui venons descendre tous les curseurs des objectifs de notre
propre gestion des émotions aussi, je dirais, parce que Bien sûr. surréagir à leurs émotions, c'est amplifier le problème. Donc, on doit aussi être en capacité de faire descendre Ouais. nos propres émotions et venir dans des postures où on va baisser le son de la voix et on va parler tout doucement. Voilà. Ouais. Et on va venir calmer les choses, etc. La posture de l'adulte en face, c'est 90% du boulot. C'est fondamental et savoir gérer l'imprévu parce que ils ont, c'est vrai qu'ils ont aussi leur routine. On veut les mêmes activités aux mêmes heures, les mêmes jours, avec une série de routine qui est des fois pour le parent qui peut sembler lassant. Encore oui, parce qu'ils insistent jusqu'à temps que. Puis en plus, l'effet mémoire, c'est tous des enfants qui ont une mémoire ou auditive. Oui. Je Ouais. vois mon fils, il écoute. Mémoire différente. Ouais. Mon fils, il écoute un dialogue, le lendemain, il le retrace. Il le maîtrise. Ouais. Ouais, mais Ça soit pour effectivement, en plus, c'est un peu ce que vous disiez au tout début. Il faut aussi valoriser la capacité autre. Non, ça Mais Autre. c'est ce que vous avez dit, trouver le talent finalement et valoriser le talent. Mais Oui. et puis au final, je pense que c'est bien de le faire aussi avec chacun et chaque Oui, élève parce que oui, ça va permettre d'intégrer ces élèves-là, mais les autres ont aussi des talents. ça Qui permet sont aux pas autres. forcément linguistiques ou C'est voilà, ça. ils peuvent avoir. On a des artistes, on a plein Ça de permet aux profils. autres d'apprendre l'inclusion. Ils apprennent là vraiment pratiquement l'inclusion parce qu'ils sont bien obligés de comment on dit, cher comme en français, c'est grave. Ils sont obligés de faire avec là, à un moment d'imprévu, de l'enfant, l'élève autiste qui va pas bouger de sa position. Il va falloir trouver une Ouais. solution pour pouvoir s'intégrer. Ça fait du bien aux autres aussi, Bien c'est sûr. sûr, bien sûr, effectivement, ouais. Et puis moi, je vous avoue que j'ai en ce moment une classe avec 2 profils atypiques, voilà. Et alors, j'ai tout le reste de la classe, j'ai des élèves merveilleux qui les ont intégrés. C'est une inclusion, c'est un bonheur de faire classe avec ces élèves-là. Et ce qu'on disait avec mon collègue, on a presque envie d'appeler les parents des autres en leur Oui, disant, tout à vous avez réussi votre éducation tellement bien, ils sont tellement respectueux, inclusifs, etc., que c'est un vrai bonheur. C'est fait. peut-être Moi, sur la chose sur laquelle on peut insister aussi, c'est que nous, en tant qu'enseignants, on peut aussi ressortir très, très enrichi de contact avec des élèves comme ça. oui, toujours au niveau émotif d'ailleurs. Et ça permet aux autres, effectivement, de concilier ce qui généralement n'aurait pas concilié. Et ce qui évite, c'est d'ailleurs la meilleure solution pour éviter le harcèlement scolaire aussi. Hein. Ouais. Travailler sur la gestion des émotions tous ensemble, c'est ça la clé en fait. Hein. Et d'aller chercher, voilà, travailler l'empathie, la gestion des émotions. Si vous avez le temps et l'envie de faire ça en classe, c'est gagnant-gagnant. Que ça soit avec les jeux les jeux de rôle, de dynamisation, les jeux d'improvisation aussi. Parce que là, avec l'improvisation, un neuroatypique, il va peut-être pas coller au petit dialogue qu'il doit faire parce qu'il a la répartie, il va partir sur une autre route. Mais les autres vont suivre. C'est là la beauté de la chose, c'est que en faisant du théâtre, le metteur en scène, on va dire, ne va peut-être pas arriver au résultat qu'il voulait, mais le neuroatypique, il va entraîner les autres sur la sienne de route et pratiquement, il propose un autre spectacle à côté, dans le même. Bien sûr. C'est ce que tu disais, Aurore, le mimétisme au final de ces enfants-là. Il faut arriver dans sa posture aussi à être dans une posture de confiance. C'est-à-dire que la confiance dans le groupe et la confiance en l'enfant aussi, parce qu'il va prendre ce qu'il a à prendre. Qu'il soit indisponible sur ce moment-là, c'est pas grave parce qu'il sera disponible sur un autre moment. Tout ce qu'il prend, c'est de l'acquis, même si vous le voyez pas. Oui, et donc, il faut faire confiance. Ça vient, des fois, ça met du temps, mais ça vient. Se connaître nous aussi, d'ailleurs. Il faut que ça parte aussi de nous. S'il n'y a pas l'empathie, la compassion, on n'est pas prêt donc à pas comprendre, c'est ressentir surtout. Ressentir ce que ressent. D'ailleurs, c'est l'art du théâtre, hein, même pour quand le public arrive à ressentir ce que l'acteur de théâtre vient de réciter, pourtant il récite un texte, tous les soirs il récite un texte, mais ça va pas être la même chose tous les jours. Il fait passer des émotions aussi. Ça, c'est important ce que tu dis, ressentir ce qu'il ressent, ou du moins essayer d'avoir cette empathie-là. C'est un peu un super pouvoir, mais c'est sympa. C'est la clé parce que ça permet de rebondir en fait. On voit les signaux, on observe, on voit les signaux, on rebondit. C'est du sur-mesure.
Si on se place dans le futur, est-ce que vous êtes positif pour le futur et vous pensez que le système scolaire, enfin les systèmes scolaires, puisque finalement c'est assez mondial, hein, c'est-à-dire il y a des problèmes dans tous les systèmes scolaires et je pense que le système parfait n'existe pas, peut-être pas. Vous pensez qu'il va y avoir de plus en plus d'inclusion et que ce combat des profs va gagner, va triompher, on va arriver à se centrer sur les émotions, etc. et à suivre un petit peu tous vos conseils? Moi, je veux pas être alarmiste du tout, mais le nombre d'enfants atypiques augmente. C'est pas une lubie, c'est une vérité. Donc, vous allez en avoir de plus en plus en classe à gérer. Et puis, les éducations changent où les enfants ne reçoivent plus du tout les mêmes éducations. Donc, vous allez avoir des enfants de plus en plus qui vont avoir besoin de bouger, de s'exprimer, qui auront une place entière. Donc, la gestion des émotions, la gestion du groupe, avec toutes ces personnalités, atypiques ou pas, elle va devoir évoluer. Vous allez être forcés. Un peu comme nous, parents, on a été, Françoise et moi, forcés de s'adapter. Oui, pour moi, l'avenir promet d'être meilleur pour les personnes atypiques, c'est sûr. Bien. Tu partages, Si François? la posture de l'enseignant, effectivement, se forme différemment aussi. Encore une fois, l'approche neurolinguistique qui part des habiletés, mais qui, entre guillemets, t'oblige à connaître toutes les formes de cerveau, que ce soit le DIS, que ce soit le Oui, TDAH. bien sûr. Sans devenir un médecin, on est bien d'accord non plus, un neuropsychiatre, mais ça, c'est le chemin de départ, ça plus la gestion des émotions pour répondre surtout à leurs besoins, quels qu'ils soient, et quels qu'ils soient les besoins spécifiques d'ailleurs. Puis on va rester positif. Il y a de plus en plus de profs qui, comme toi et moi, Françoise, se forment à tout ça, moins musicothérapie, etc. Au final. Ça ouvre un monde de l'enseignement traditionnel. On a la Parce qu'on répond. mission de convaincre les autres maintenant. J'espère qu'avec cette salle des profs, on va ramener des gens à notre cause. Surtout, Et puis plus il y aura de demandes, et plus il y aura de propositions de formation, sans doute. Bah oui, Voilà, c'est donc ça. il faut créer la demande. oui, on travaille sur la motivation surtout, et puis on répond surtout beaucoup plus aux besoins de l'élève qui en a des particuliers auxquels il faut répondre. Oui. Après, Et cibler. c'est bien parce que je trouve que là, quand même, dans nos échanges, tout reste quand même super positif. C'est-à-dire, on reste positive en disant il y a des solutions très faciles à mettre en place et qui n'amènent pas énormément ni de préparation, ni, enfin, c'est pas une façon de modifier complètement son enseignement, pas du tout. On est en train de parler d'un petit peu plus d'empathie et juste de comprendre comment fonctionnent ces enfants, ce qui est pas la compréhension finalement, c'est la base et c'est tout. Une fois qu'on comprend. Qu'on soit prof ou non, c'est surtout pas se décourager, c'est continuer d'avancer d'ailleurs. Parce qu'on pense que certains jours, on fait 3 pas en arrière, et puis d'un seul coup, l'enfant ou l'élève fait un bond en avant auquel on s'y attendait pas. C'est donc hyper motivant parce qu'on voit qu'il y a de la progression, mais il faut être extrêmement constant. On commence à monter le K2 au CP et on arrive au diplôme. On n'a pas fait toute la montagne, on a fait un certain on a fait une partie. Ouais, effectivement. Ça dépend du niveau où on part, hein, bien sûr, c'est sûr. Bon, alors je suis désolée, on va devoir s'arrêter là pour cette salle des profs. Ça fait déjà plus de 35 minutes, je crois qu'on est là. C'est court, je vous avais dit, c'est toujours super court. En tout cas, je voulais vous remercier d'avoir accepté cette invitation un peu folle, parce que parler quand on se connaît pas, c'est toujours particulier. Mais en tout cas, c'était très chouette de parler avec vous. Je vais évidemment laisser vous taguer aussi en dessous, parce que s'il y a certains collègues qui ont envie de s'adresser en particulier à vous pour vous poser des questions, j'imagine que vous serez ravis de répondre à leurs doutes. Tout à fait. Avec patience, bienveillance et empathie qui sont Ok, donc juste après, évidemment, comme d'habitude, je vais publier le replay. Je ne sais plus parler. Et puis voilà, merci beaucoup les filles. Merci à toi, merci beaucoup, c'était très sympa. Merci Françoise. Merci Coralie, merci à toi. Allez, le bis, on attend le bis. On attend le bis. Allez, au revoir les filles. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.